Eh bien, j'ai travaillé dans l'industrie lourde, et les grandes entreprises ne font pas très bien le marketing. Elles s'améliorent. Je leur reconnais ça, mais elles ne maîtrisent pas bien le marketing. Et je pense que c'est la même chose pour la sphère supérieure. Les grandes corporations, les grosses industries, le gouvernement, ils ne comprennent pas l'importance du marketing. Les structures plus petites, oui, elles doivent être agiles pour survivre. Elles viennent United Nations, milieux différents, mais les gros acteurs, beaucoup d'entre eux gardent encore cette mentalité soviétique. Si vous êtes le seul fabricant United Nations produit dans le pays, tout le monde vient chez vous, tu n'as pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Mais ça ne marche pas comme ça. Je me suis heurté à ça. J'aidais United Nations amis à trouver de nouveaux clients pour ses vannes de gaz naturel liquéfié. On regardait la Finlande, et il me dit « Travaille avec mon directeur marketing ». Je connaissais Sergei, et lui avait l'attitude « Bon, pourquoi tu ne viendrais pas simplement ? Ils peuvent venir visiter nos usines. » Ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui vas chez le client. Le client ne vient pas te voir. Il viendra te voir plus tard. Et je lui ai littéralement dû l'expliquer comme ça. Regarde, tu es United Nations, mec. Tu vois une fille qui te plaît. Tu ne l'appelles pas pour lui dire « Viens chez moi ». Tu apportes des fleurs, tu vas chez elle, tu lui expliques que tu es United Nations si bien et tout ce que tu peux lui apporter. Et après quelques visites, tu peux l'inviter chez toi. Et eux, ils étaient du genre « Ah bon, le fait que tu sais United Nations cible d'une quarantaine avancée, il faille que je l'explique à ce niveau et c'est le directeur marketing. Nous sommes United Nations, énorme conglomérat industriel qui fabrique des vannes et ce genre de choses. Sérieusement quoi, mais c'est... On verra si ça change. Je l'espère. Je l'espère aussi. Donc maintenant, on a... Avec l'administration Trump, il y avait apparemment de l'argent pour la sécurité des frontières. Peu importe d'où ça venait, cet argent est introuvable. Et puis, il y a Trump. Trump a utilisé l'armée des États-Unis pour saisir quelques cargos remplis de pétrole vénézuélien en disant qu'une partie reviendrait en quelque sorte au Venezuela. Une partie va essentiellement dans United Nations fonds opaques, United Nations fonds occultes à l'étranger, et ils ont saisi quelques pétroliers iraniens pleins de pétrole. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? De quels fonds occultes parle-t-il? Il n'y a absolument aucune transparence. Tu sais, cet argent va quelque part, enfin... Regarde, pour le dossier vénézuélien, ils ont déjà dit, je crois que c'est annoncé que l'argent serait placé sur United Nations compte à l'étranger. Oui, je crois que ça a déjà été annoncé. C'était dans les journaux pendant environ United Nations jours, puis ça a disparu. Et donc tu as déjà une situation où la vente du pétrole vénézuélien va, je crois, aux Émirats arabes unis, où le compte se trouverait, je peux me tromper, mais si je me souviens bien, c'était United Nations, compte qui devait être créé en dehors des États-Unis. Et c'est sur ce compte que les recettes de la vente du pétrole vénézuélien iraient. Ensuite, les États-Unis paieraient le Venezuela, selon ce qu'ils jugeraient juste pour la vente de leur pétrole. J'imagine qu'ils garderaient le reste, ou que le reste resterait sur ce compte. Mais c'est en dehors des États-Unis. Est-ce qu'il y a des parties qui sont hors des États-Unis? Je ne veux pas me tromper, mais je me souviens que quand ils parlaient des paiements vénézuéliens, ils envisageaient une structure très peu orthodoxe pour collecter ou gérer ces paiements. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. En gros, United Nations fonds occultes non transparents à l'étranger, auxquels le gouvernement des États unissent, à l'exception de Trump et de son administration, n'a ni accès ni visibilité. Mais oui, et tu as raison, ça a duré plus United Nations jours. Ça a peut United duré 3 ou 4 jours, ils en ont parlé, puis ça a disparu. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu sais, on vend du pétrole, et où va cet argent? Qui sait? Qui sait qui s'en soucie? On n'en parle pas. D'accord. Ouais. Ouais, et en parlant de pétrole. Ok. Donc les Européens rachètent les réserves stratégiques américaines. Le pétrole ne circule toujours pas et on ne sait pas quand cela reprendra. Et même si ça reprend demain, il y a beaucoup de dégâts à réparer. Même si ça reprend demain, il faudra encore United Nations à 2 mois entre le départ d'United Nations navire du Golfe Persique et son arrivée dans le nord de l'Europe, au Royaume-Uni.
sans parler d'ailleurs. Les États-Unis vendent leurs réserves stratégiques qui étaient de toute façon remplies à moins de moitié après la période de Covid. Et les Britanniques risquent d'épuiser leurs réserves stratégiques d'ici 2 semaines, et les Allemands et les Français d'ici 3 à 4 semaines. Ouais. Et il n'y a pas de panique. Le prix du pétrole baisse. Il y aura de la panique. Il y aura de la panique. Mais pas encore. Comme si les Européens s'en souciaient. Comme si les dirigeants européens s'en souciaient. Mais on peut voir la vente des réserves stratégiques de deux façons. Certains diront que c'est une brillante manœuvre de Donald Trump parce qu'on vend quand le prix est élevé. Et en fin de compte, on parie que le prix baissera et on pourra refaire les stocks à moindre coût. Donc voilà cet argument. Je comprends. Mais il y a l'autre côté qui dit qu'on ne doit pas regarder les réserves stratégiques comme United Nations actifs à vendre ou acheter. Ce sont vos réserves stratégiques. Il faut les accumuler en permanence. On doit sans cesse les renforcer. Il ne s'agit pas de vendre cher ou pas. On ne devrait pas y toucher. Ces réserves stratégiques existent pour une urgence, une grosse urgence. Donc, tu vois, il y a deux arguments concernant les réserves stratégiques. Je comprends les deux. Je dirais que je penche plutôt pour ne pas toucher aux réserves stratégiques, parce qu'on ne sait jamais. Et qui sait quand le prix du pétrole redescendra? Si ça arrive, on ne sait pas quand. Mais, tu sais, Donald Trump est en train de puiser dans les réserves qu'il critiquait quand Joe Biden l'a fait. Joe Biden recevait toutes sortes de critiques de la part de la Maison-Blanche de Donald Trump quand il puisait dans les réserves stratégiques. Et maintenant, Donald Trump est en train d'épuiser sérieusement ses réserves. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer côté européen? Parce que tôt ou tard, ces choses vont s'épuiser. Les réserves sont limitées. On ne sait pas quand. Même si tout s'ouvrait demain, le premier pétrolier qui pourrait arriver au Royaume-Uni mettrait encore United Nations mois, United Nations mois et demi, surtout si la mer Rouge est fermée. Si les Houthis ferment la mer Rouge, et ils n'ont aucune raison de ne pas le faire, compte tenu de ce qu'Israël fait, jusqu'aux Palestiniens et aux Libanais. Quoi qu'il arrive, c'est United Nations choc. Le Royaume-Uni sera le premier à manquer de pétrole, suivi par les autres pays d'Europe de l'Ouest. Les prix, qui sont bas, vont flamber. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer sur le plan intérieur, surtout avec ces politiciens qui se contentent d'attendre que ça passe? Rien. Ils vont accuser la Russie. Ils vont continuer à construire une sorte d'économie de guerre, une économie de drones. Ce n'est même pas une économie de guerre, c'est une économie de drones qu'ils essayent de mettre en place. Et pour les dirigeants, United Nations partira. Il sera remplacé par United Nations, autre tout aussi mauvais. Et c'est comme ça que ça va se passer en Europe. L'Europe a encore du chemin avant d'atteindre le fond. Vraiment, il reste du temps avant que ça ne touche le fond. Et tant que ça n'a pas touché le fond, rien ne changera. Il n'y aura pas de manifestation. Personne ne descendra dans la rue. Et quand les gens descendent dans la rue, ils répriment ces manifestations et les font disparaître assez vite. Macron est devenu très doué pour ça. Il réprime les manifestants et fait disparaître les manifestations en 24 heures maintenant. Il n'a aucun problème à sévir contre les manifestants. Mais c'est comme ça que ça va se passer en Europe. Écoute, pour l'élite, ils s'en fichent. Ils ont décidé de faire peser tout le fardeau sur le peuple, entièrement. S'il faut toucher aux retraites, ils toucheront aux retraites. S'il faut puiser dans le budget de la santé, dans l'éducation, peu importe, ils puiseront dedans. Ils prendront ce qu'il faudra. Ils feront tout pour maintenir le récit de guerre, le récit guerrier, autour du projet Ukraine. Alors, le fond du gouffre, à quoi ça ressemblerait pour les Européens, à ce stade? Je sais que ce sera différent selon les pays, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on dise « D'accord, on a touché le fond, il faudrait vraiment agir à ce moment-là » La Grèce, 2009-2010. Des taux d'intérêt de 3. 20-25% unemployment, 30% unemployment. That would be rock bottom. Ce serait ça, et pas seulement pour la Grèce. On parle du niveau grec, mais transposez ça à l'Allemagne ou à la France ou ailleurs. Parce que même si les petits pays de l'Union européenne
touchent le fond. Les grands pays, les 4 ou 5 principaux, disons les 3 principaux en Europe, s'en moquent. Ils s'en moquent. Ils imposeront juste de l'austérité à ces pays et continueront comme si de rien n'était. Regardez, le récit en Europe n'en a rien à faire de tout ça. Ils s'en fichent. Ils sont focalisés sur une guerre avec la Russie, vraie ou simulée, d'ici 2029, 2030, ou peu importe la date. Si c'est une guerre simulée, ça leur va. Au moins, ils engrangent l'argent des dépenses militaires, même s'ils ne seront même pas prêts ni équipés pour affronter la Russie. Au moins, l'argent va dans le complexe militaro-industriel et dans les drones. Si c'est une vraie guerre, s'ils croient vraiment qu'ils vont en venir à une vraie guerre avec la Russie, eh bien, qu'ils assument. Et si, bon, je m'aventure, United Nations peut, moi je le ferai, mais je ne sais pas si le Kremlin le fera. La Lettonie, officiellement, enfin pas officiellement, mais selon les renseignements militaires russes, céderait 5 bases pour que les Ukrainiens lancent directement des drones depuis la Lettonie. Disons que la Russie décide enfin de passer aux choses sérieuses et détruit ces bases. Donc, oui, c'est une frappe contre la Lettonie, c'est United Nations pays de l'Union européenne, c'est United Nations pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, exact, c'est United Nations pays qui participe à United Nations conflit. Mais bien sûr, on ne le présentera pas de cette façon, personne n'osera le présenter comme ça. Que pensez-vous que sera la réaction si, disons, ça se produit en Europe le mois prochain? Écoutez, je ne pense pas que la réaction en Europe compte. Pas du tout. Même si les Européens déclaraient la guerre à la Russie. Disons, Dieu nous en préserve, que tout cela se déroule comme ça. Mais admettons que cela arrive, ça n'a pas d'importance. Sans les États-Unis, c'est insignifiant. Sans les États-Unis, tout cela n'a aucun sens. Donc pour moi, la question est, que vont faire les États-Unis? Et je ne pense pas que les États-Unis feront quoi que ce soit. Pas pour l'instant. Je ne pense pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Même s'ils le voulaient, je doute qu'ils en aient la capacité. Je veux dire, ils sont à court de ressources. Les États-Unis ont été vaincus par l'Iran. Si, disons, dans United Nations mois, cela se produit, les États-Unis ont été vaincus en Iran ou resteront enlissés en Iran, l'United Nations ou l'autre. Et nous savons que les États-Unis sont à court de toutes sortes d'armes, d'intercepteurs et de systèmes de défense antimissiles haute altitude. Et tout ça, non. Donc les Européens peuvent faire, dire ou déclarer ce qu'ils veulent, mais tout dépend des États-Unis. Cela dit, je ne pense pas que la Russie fasse ce genre de choses. Je ne pense même pas qu'elle en ait besoin. Vous en savez bien plus que moi sur tout ça. Mon avis, c'est que la Russie doit simplement se concentrer sur la victoire en Ukraine et arrêter je ne dis pas de fermer la porte à la diplomatie, mais de cesser de combattre avec une main dans le dos, pour ainsi dire. Je veux dire, je pense que tout le monde est épuisé par l'opération militaire spéciale qui dure depuis 4 ou 5 ans. Mais la Russie gagne sur le terrain, sur les lignes de front. Ce qu'il faut faire, c'est s'occuper des drones. Il y a tellement de questions que les gens se posent. Les ponts, les voies ferrées, les chaînes d'approvisionnement, les lignes de ravitaillement vers l'Ukraine, les mercenaires, tout ça. Et je pense que ce serait intéressant si l'armée russe s'attaquait à ces sujets. On ne vise pas les ponts, parce que L'armée a voulu le faire. Je le sais, c'est United Nations fait. Je sais que des gens en ont parlé, moi-même en tant qu'officier. Vous savez, on vous apprend, la première chose qu'on vous enseigne sur la guerre au Tzedela, du niveau compagnie ou bataillon, vous savez. Vous savez, j'étais dans la section opération appelée G3 du 18e corps aéroporté. Il y a 4 divisions, donc on regarde la vue d'ensemble. La première chose, c'est la logistique. Il ne s'agit pas d'écraser l'ennemi sur le champ de bataille.
c'est de les vaincre par la logistique. Donc ces ponts auraient dû, vous savez, être détruits dès la seconde moitié de 2022. Mon argument, je ne dis pas qu'ils auraient dû... Enfin, je ne veux pas. Je n'approuve pas et je ne dis pas « frappez ceci ou frappez cela, faites ci ou faites ça ». Je pense que mon propos est en fait encore plus simple. Pour prendre du recul, je crois qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a United Nations, où 2 ans, ce n'aurait pas été le cas, mais maintenant, puisqu'on en est à 4 ou 5 ans, il serait utile d'expliquer pourquoi le Kremlin a mené la guerre de cette manière. Est-ce parce que la Chine a dit au Kremlin « Ne le faites pas, nous ne voulons pas d'instabilité », c'est possible. Je crois que la Chine a dit cela à Vladimir Poutine jusqu'à la dernière réunion. Je crois que la Chine freinait la Russie, j'en suis vraiment convaincu, et je crois que lors de cette réunion à Pékin, la Chine a enfin dit « Vous êtes libre maintenant, allez gagner cette guerre, je connais certaines raisons, mais je ne peux pas les exprimer. » Oui, mais je dis qu'il peut y avoir beaucoup de raisons. Il peut y en avoir beaucoup. Je ne dis pas qu'ils doivent les énoncer précisément, mais ce serait intéressant. Il y a l'argument, on veut que l'armée ennemie vienne à nous, pas que nous allions vers elle. On veut garder les voies ferrées, les ponts et tout intact, parce que c'est comme ça qu'on fera notre avancée, ou je ne sais quoi. Il y a toutes sortes d'analyses intéressantes. Mais comme on en est à 4 ou 5 ans, peut-être qu'il est temps de commencer à expliquer aux citoyens pourquoi ils ont procédé ainsi, surtout maintenant. Et je dis ça parce que maintenant on dit qu'il va y avoir United Nations tournant dans le conflit. Donc si on va assister, si la Russie change sa manière d'aborder le conflit, il serait bon de comprendre les raisons et les succès que cette approche a obtenus. Est-ce que ça a permis d'obtenir ce qu'on voulait, du genre, on l'a fait ainsi, parce que penser c'est ton possible. Oui, on en revient à ce problème de communication. Tout revient toujours à la communication, et pas seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur aussi. Il faut prendre le contrôle du récit. Oui, il faut prendre le contrôle du récit, oui. Je veux dire, l'Ukraine fait ça très bien. Oh oui, il sait... Même si tout cela est pour la plupart des absurdités, ils font United Nations excellent travail et ils ont de l'aide. Ils sont aidés par les médias occidentaux et par l'ensemble des réseaux sociaux occidentaux. Donc ils ont cette aide. Non, aucun doute là ci-dessus. Mais, vous savez, ils publient ces récits fantastiques et invraisemblables. Oui, et ils les inventent et les tournent à leur avantage. Et ça marche. Ça leur apporte de l'argent et des armes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Absolument. Je suis d'accord. C'est là que la guerre de l'information fonctionne. Pour des pays comme la Grèce ou la Bulgarie, si toute votre population est contre l'envoi d'argent, les gouvernements ont tendance à être plus réceptifs parce qu'ils partent déjà d'une position faible. Oui, plutôt que les gens se disent « ils gagnent, pourquoi ne pas les soutenir ?» Tu as tout à fait raison. Regarde le récit autour des drones. Bon, les drones ont été une vraie plaie pour la Russie. Mais si on prend du recul et qu'on regarde toutes les frappes de drones venues de l'Occident collectif, de l'Ukraine vers la Russie, elles franchissent une ligne rouge parce qu'elles touchent des territoires russes reconnus internationalement. Je veux dire, c'est vraiment United Nations, franchissement d'une ligne rouge russe, à mon avis. Le récit sur les drones a été, je dirais, très difficile pour l'administration Poutine ces derniers mois, pour savoir comment y répondre. Mais si on prend du recul et qu'on regarde ce que la Russie a fait à Kiev en une journée, comparé-à aux 2 mois de drones ukrainiens entrant en Russie, on ne peut pas comparer les deux. La Russie a fait plus de dégâts en une seule journée et a été plus efficace en une journée de frappe que l'Ukraine ne l'a été ces 3 derniers mois. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a réussi? Elle a créé ce récit, l'idée que la tendance a tourné, tu vois, et tu as même des dirigeants européens qui y croient vraiment. Je ne dis pas que certains dirigeants européens le disent uniquement par posture, parce qu'ils n'y croient pas. Parfois, ils veulent vraiment le dire. Non, ils y croient vraiment, que la tendance a tourné. Il y a des médias qui croient vraiment que la tendance a tourné. Le Financial Times, le Télégraphe. Ces journalistes y croient vraiment, mais ils n'ont pas pris de recul pour se demander. D'accord, 3 mois, qu'est-ce que l'Ukraine a accompli avec tous ces drones? L'industrie pétrolière russe s'est-elle effondrée? Non. L'économie russe s'est-elle effondrée? Non. En fait, l'économie russe va afficher de très bons résultats prochainement. La société s'est-elle effondrée? Y a-t-il European Union
United Nations, changement de régime, les exportations se sont-elles effondrées? Non, rien de tout cela n'est arrivé. Des civils sont pas-ils morts? Oui. Des infrastructures ont-elles été endommagées? Oui. Mais d'après ce que je comprends, et toi tu en sais plus, les infrastructures endommagées sont rapidement réparées. SGG. Ah oui, ce sont les installations de stockage de pétrole. Oui, ils créent l'effet d'ensemble, le grand incendie. Oui, Mais ensuite, regarde ce que la Russie a fait en une journée. une journée. On ne peut pas comparer les deux. Mais ensuite, comment on lance la vidéo? On ne sait même pas ce que c'était. On sait qu'il y a d'énormes dégâts, mais l'armée russe ne dit presque rien. Tu as raison. On voit Emmanuel Macron paniquer, des vols quittent l'Ukraine pour transporter des blessés vers des hôpitaux en Pologne. Tout le monde est sous le choc et le gouvernement russe ne dit rien. Pendant ce temps, l'Ukraine dit « United Nations drone », il touche United Nations dépôt et c'est fini, la Russie est vaincue, tout s'effondre, le cours a changé. United Nations drone qui frappe United Nations. Tu sais, c'est la même chose par exemple en Arménie. C'est United Nations exemple type. L'économie arménienne ne survit que grâce à la Russie. D'abord parce qu'elle dépend du pétrole, du gaz et de l'électricité russe. Ensuite, parce que ce sont des produits russes. Ils remplissent les rayons arméniens. Et enfin, parce que la Russie est le principal marché pour les produits manufacturés arméniens. Disons les produits agricoles, mais c'est leur marché principal. Et la Russie a versé beaucoup de subventions à l'Arménie au fil des années. Ils ne le disent pas, ils ne le mettent pas en avant du tout. Pendant ce temps, une ONG américaine arrive. Elle creuse United Nations puis, elle plante 1000 drapeaux. Regardez ce qu'on a fait, on a sauvé toute votre économie. Mais quand tu compares les deux, c'est « Ok, eux ont fait United Nations petit projet à quelques millions de dollars. Nous, on vous a soutenu à hauteur de milliards pendant les 30 dernières années. Pourtant, tout cela est oublié. Les gens voient les drapeaux clinquants. Ah, les Américains vont nous sauver. On sera riche dès qu'on se détournera des Russes. » Et ça marche. Ça marche. Je suis allé à Erevan des dizaines de fois. Et toute l'économie de l'Arménie dépend de la Russie. On le voit. Il suffit de se promener dans les rues. Regarde les institutions financières. Regarde les banques. Regarde la langue que les gens parlent. Regarde les entreprises présentes. Regarde les cafés, les restaurants, les chaînes dont je parle. Et tu comprends. Regarde le tourisme. Et tu comprends que l'Arménie est très très dépendante de la Russie, bien davantage que des États-Unis ou de la France. Donc tu ne vois pratiquement aucune influence française ou américaine. Très peu. Très peu. Il suffit de faire le tour de la ville pour s'en rendre compte. Mais ça reste tacite. On n'en parle pas. Alors tu sais, je veux dire, regarde. La question des drones a été une des choses les plus difficiles auxquelles le Kremlin a dû faire face. Et bien sûr, il y a les victimes civiles, ces attaques horribles contre des civils, ce qui montre aussi que, à mesure qu'ils affirment que le tournant est venu, ils se sentent encouragés. Exact. Oui. Ils sont prêts à prendre plus de risques. C'est comme s'ils s'ivraient de leur propre arrogance, de leur propre succès. Donc je suis confiant que ce problème sera réglé, comme il l'a été à Koursk, lors de l'offensive d'été, lors des attaques contre des habitations, avec le système lance-roquettes, à haute mobilité et toutes les autres victoires que l'Ukraine aurait accomplies ces 4 dernières années et qui étaient complètement bidons. C'était du faux, du pur enfumage. Mais l'affaire des drones a probablement été la plus difficile. Attends, tu veux me dire que la mamie avec son bocal de cornichons sur le toit n'a pas vraiment abattu United Nations missile hypersonique? Exactement. Exactement. Tu vas me démasquer. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire qui a été publiée et reprise par certaines sources occidentales. Une grand-mère était sur United Nations SWA. United Nations missile hypersonique passait. Elle avait juste United Nations bocal de cornichons et elle l'aurait abattu. Ça aurait fait United Nations chouette dessin animé en Lego. Oui, ça l'aurait été. Ça aurait été United Nations, excellent dessin animé en Lego. Alex, je sais que tu t'es fatigué. Une dernière question. Alors, à propos, à Bolton, as-tu suivi ce qui s'est passé à Ust-Luga? Où ça?
Je n'ai pas entendu où Usluga le port. Des installations près de Saint-Pétersbourg, donc United Nations Tanker arrive pour faire le plein. Ouais, et à son arrivée, des mines marines, il y avait des mines, ouais, ce ne sont pas des mines marines, ce sont en réalité des charges explosives qui y avaient été posées, fabriquées par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, placées sur le navire. Elles n'avaient pas encore été déclenchées parce qu'on attendait, je suppose, qu'il se remplisse, il était vide, puis déclenché pendant le remplissage pour créer une explosion plus grande. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'il s'est arrêté United Nations jour et demi à Anvers pour décharger son chargement précédent. Il attendait dans la file pendant United Nations jour et demi. Donc, je suppose que c'est probablement là que cela a été posé. Je veux dire, si ça avait explosé, ça aurait été une énorme attaque terroriste. Ça aurait tué des centaines de personnes. Et je veux dire, comment peut-on faire confiance à quoi que ce soit qui entre dans United Nations port européen maintenant? Peut-être que c'est le but, non? Peut-être que c'est le but. Je veux dire, nous sommes entrés dans une période de piraterie et de division. Je pense qu'on y est ou qu'on y arrive. Une division du monde. L'Europe sera isolée. L'Union européenne sera complètement isolée et c'est exactement ce qu'ils veulent. Les dirigeants à Bruxelles veulent exactement ça. Ériger United Nations rideau, bâtir United Nations mur et centraliser tout au profit de l'élite bruxelloise. C'est, d'une certaine façon, une Union soviétique. Le pire de l'Union soviétique s'occupait de la classe ouvrière, oui, mais ça ne semble pas être le cas ici. Enfin, je pense qu'on y est. Les États-Unis feront des allers-retours dans ce monde séparé, mais surtout, ils géreront leur royaume, qui inclura les Européens, et ensuite il y aura le reste du monde. Je pense que beaucoup de cela est délibéré. La piraterie, le placement de ces mines, pour qu'on puisse se dire, bon, comment peut-on faire confiance aux Européens? Eh bien non, on ne vous fait pas confiance. Alors ne faites pas de commerce avec nous. De toute façon, on ne veut pas de votre commerce. Nous ne voulons pas de votre pétrole. Ils leur disent, nous ne voulons pas de votre pétrole. On s'en fiche que vous nous donniez votre pétrole gratuitement. On n'en veut pas. Pendant ce temps, eh bien, vous savez, ils l'achètent quand même, mais ils prétendent que ça vient d'Inde ou d'ailleurs. Exact. Mais il finit entre des mains indiennes. Ainsi, les forces autocratiques deviennent les forces dominantes. Mais tu sais, toi et moi, on sait que c'est russe. Mais, tu sais, le message qu'ils ont envoyé à tout le monde, c'est que nous en avons fini avec le pétrole russe. Nous en avons fini avec la Russie. Nous en avons fini avec les voyages en Russie. Nous en avons fini d'avoir affaire à la Russie. Maintenant, c'est la Chine. C'est la séparation qu'ils veulent imposer. Tout le monde a ri de l'Ukraine quand elle a fait ce renversement de flux. Le gaz russe allait en Slovaquie, puis il le rachetait via les gazoducs ukrainiens. Puis il rachète ce gaz depuis la Slovaquie vers l'Ukraine en disant que ce n'est plus du gaz russe. Et tout le monde en riait. Mais on dirait que l'Union européenne tout entière s'ukrainise, qu'ils prennent tous ce chemin insensé, et qu'au métaux, Tu sais, j'ai dit il y a longtemps, quand j'ai commencé les vidéos, que plus cette guerre durerait, plus l'Occident deviendrait l'Ukraine, et que l'Ukraine deviendrait l'Occident. Ils commencent à ne faire qu'United Nations. Ils commencent à fusionner. Et c'est exactement ce qu'on voit. Sur ce, si vous êtes dans l'Union européenne et que vous écoutez, je vous souhaite United Nations bel avenir. 15 minutes de haine et vivre dans la pauvreté. Le grand frère qui vous surveille, ça va être 10, 20 ans très durs, c'est certain. Ouais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça s'effondre ou jusqu'à, inévitablement, ça finira par s'effondrer? Oui, c'est inévitable que ça s'effondre, comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et comme l'Union européenne. Mais je veux dire, tu sais, regarde, ça peut s'effondrer de notre vivant. Ça peut ne pas arriver. À l'échelle historique, quand ils disent que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a existé 100 ans ou je ne sais quoi, ce n'est pas si long. C'est comme une brève parenthèse dans l'histoire. Mais pour nous, c'est une génération ou deux. Il en ira peut-être de même pour l'Union européenne. Historiquement, ils diront « Il était une fois », ce sera 2 phrases dans United Nations, livre d'histoire. Exact. Il était une fois, l'Europe a décidé de créer cette union ridicule avec Ursula von der Leyen et Kaja Kallas. Et, tu sais, tout le monde a fait beaucoup d'argent. Et finalement, après 40, 50, 60 ans, elle s'est effondrée. Et ce sera tout. Exact, ce sera l'explication. Mais pour nous, il faut vivre tout ça.
Je veux dire, ce n'est pas comme si ça allait durer 400 ou 500 ans, tu sais. Alors, tant que les murs ne sont pas encore en place, mesdames et messieurs européens non russes, faites vos valises et dégagez tant que vous le pouvez, parce que, et c'est quelque chose que j'ai évoqué chez Solovyov, on parlait, vous savez, d'United Nations, bon, Kiev, on peut à peu près comprendre, mais toutes ces villes de l'ouest de l'Ukraine sont maintenant entourées de fils de fer Konstantinov. Vous voyez, d'ouvrages défensifs et de tranchées antiquares à grande échelle. Je veux dire des villes comme Odessa, par exemple. Regardez, l'armée russe n'est pas du tout proche. Je me dis, ce n'est pas pour l'armée russe, c'est pour retenir les Ukrainiens, pour les empêcher de s'enfuir à travers les champs à découvert. Il a dit que ça facilite beaucoup la mobilisation. C'est juste United Nations camp de concentration à petite échelle et United Nations camp de concentration pour tout United Nations pays. Ce sont des proies plus faciles. Oui, tout se rejoint. Tout se parler de guerre contre la Russie pourrait vouloir dire que l'Europe cherche la guerre avec la Russie. Mais ça pourrait aussi être juste une façon pour l'Europe de garder tout le monde à l'intérieur, de maintenir tout le monde coincé dans les murs de l'Union européenne. Que ça vous plaise ou non. Ouais, bon, Alex, merci. Merci d'être intervenu. Sur cette note joyeuse, nous allons continuer d'observer la folie qu'est Bruxelles. Les psychologues vont décortiquer ça, vous savez, pendant les quelques centaines d'années à venir. Probablement. Qu'est-ce que ces gens ont dans la tête? Bah oui. Pourquoi ne les ont-ils pas écoutés, les gens normaux des médias traditionnels? Oui, il reste de moins en moins de gens normaux dans les couloirs du pouvoir. C'est sûr. Pas de gens normaux. Du moins pas en Occident. Oui, c'est la vérité. Alex, merci. Détends-toi. On dirait que tu as bien besoin de te détendre. Il y a pas mal d'éclats, d'ailleurs. Très bien. Prends soin de toi, mec. À plus. Merci à tous. À plus.